Le CMO, c'est le job le plus difficile à recruter, je pense. Okay. Alors, on peut dire ça tous les C-level, mais je crois que les chiffres montrent que c'est le poste qui dure le moins longtemps. T'as un founder ou un CEO sales-driven, etc., impossible de ramener quelqu'un qui part strat, communication, PR. Il va la gifler, alors que, en fait, si elle a un côté un peu sales, un peu pragmatique, héroïste, tu sais que ça va matcher. Ok. Est-ce que pour toi, un bon CMO peut rattraper un mauvais CEO ? Bonjour Guillaume. C'est une affaire. Bonjour Stéphanie. Salut Naufal. Bon, merci d'avoir rejoint aujourd'hui ce nouveau épisode après tant d'années de retard d'enregistrement. L'idée aujourd'hui, c'est un peu de parler de recrutement avec donc Guillaume qui est le CMO de Liligo, Stéphanie qui est associée sur la partie matière search, donc l'exécutif search, donc recrutement, d'où le lien. Et en gros, l'idée, voilà, c'est juste de discuter, comme toujours, de parler de recrutement de C-level en cette année de 2026, nos learning des années d'avant et surtout ce qui se prépare avec l'IA, avec ce qu'a vécu Guillaume, qui ça fait très très longtemps qu'il voit des choses se passer dans ce milieu-là. Et du coup, j'ai juste une envie simple de te poser une question un peu plus large de, en fait, comment tu vois un peu cet univers du recrutement des CMO, des C-level dans le marketing, à l'ère de tout ce qui se passe en ce moment, il y a et plein d'autres choses. Le crash des recrutements aussi. Il y a moins de recrutement apparemment. Oui, je pense qu'il faut faire. Enfin, en fait, il faut enlever la partie, je dirais, de l'économie un peu morose. D'abord parce que dans d'autres pays, elle est pas si morose. Moi, j'habite en Espagne et l'économie se porte plutôt bien. Mais il y a un changement fondamental, je pense. C'est pas tant le volume de recrutement. Je pense qu'on peut y venir plus tard parce que c'est difficile de projeter le nombre de personnes qu'on va recruter. En revanche, les profils et la méthode, en fait, comme tout simplement, en fait, pour les gens qui travaillent dans la tech, ça fait 20 ans bientôt que je suis CMO, on n'a plus la même fiche de poste. On nous demande plus la même chose et on peut faire beaucoup plus. Donc, je crois que on avait tendance dans le marketing à dire, OK, une équipe marketing dans la tech, c'est l'acquisition payante, le SEO, le CRM, le product design. C'est un peu comme ça siloté. Et en fait, même si je suis incapable de dire à quoi ça va ressembler plus tard, en fait, aujourd'hui, tout le monde peut faire quasiment tous ces métiers-là. L'expertise est toujours importante, mais elle est importante pour comprendre comment parler à la machine. Beaucoup moins pour faire. Donc, un SIA manager, avant, en fait, il se levait le matin, il allait sur Google Ads, il se fait chier à essayer de comprendre les trends, les machins, négativiser des mots-clés. Maintenant, il doit créer des systèmes. Et qui te dit que le système du SIA manager, il va pas toucher au design, des bannières, des landing pages, il va pas toucher au CRM en envoyant des signaux. Donc en fait, il va falloir jongler entre comme ce besoin d'expertise, parce que moi, je donne pas mon budget SIA à un type qui a été designer, voilà, et je donne pas mon design à un type qui n'a été que SIA manager. Néanmoins, je le vois moi, parce qu'en tant que CMO, je crée plein de petits artefacts tout seul avec mes IA. Donc c'est un nouvel équilibre entre expertise et capacité à produire. Et franchement, la production, quelque part, c'est pas quelque chose qu'on nous demandait beaucoup dans le marketing. Enfin, on nous demandait de travailler, mais pas forcément de produire des programmes. Généralement, je te prends un exemple, tu disais, j'aimerais bien avoir une plateforme pour automatiser le bidding. Okay. Donc tu disais, j'ai monté ça dans une boîte précédente, un petit truc qui est relié par API à Google Ads. À l'époque, on appelait ça Google AdWords, parce que faut que tu saches que je fais très bien le boomer. et donc, tu disais, tu fais les specs et tu l'envoies à l'IT, au produit. T'attends entre 2 mois et jamais. Et puis, à un moment donné, on te livre le produit qui est déjà connecté. Aujourd'hui, cette plateforme-là qui me permet d'automatiser les biddings en SIA, je suis quasiment tenu de le faire moi grâce aux outils d'IA. Donc voilà, ce ne sont plus les mêmes, boulots, en fait. Ouais. Et tu vois, il y a une particularité, je trouve, dans ta carrière, et ça va m'amener à une question sûrement de la part de Stéphanie, c'est que j'ai l'impression que toi, tu es tout le temps up-to-date. On en parlait juste avant d'arriver, et tu me surprends avec t'es sur des choses. Je sais que c'est sorti il y a 1 semaine. Je me dis, mais comment dans ta carrière, tu fais des décisions de, OK, je vais m'intéresser d'un coup à l'IA ou autre. Je sais pas, Stéphanie, ce que tu en penses à ce niveau-là, peut-être tu as une question sur la partie carrière ou autre. Ouais. En gros, le sens de ma question, c'était de savoir quel est l'intérêt aujourd'hui pour un CMO de s'inscrire dans la durée. Et quand je dis durée, ça va être
plus de 3, 4, 5 ans, là où tu as beaucoup de profils qui vont souvent bouger à 2, 3 ans pour aller chercher mieux ailleurs, etc. C'est plutôt dans ce sens-là. Il y a 2 réponses. Ouais. Je te fais la réponse officielle, pas la officieuse. Ouais. En fait, moi, je suis donc CMO depuis 2008. Okay. Et en 2008, les applications mobiles n'existaient pas et 95% de ton trafic, c'était sur des desktops, des ordinateurs de bureau. Alors, il n'y avait pas encore les tubes cathodiques et l'espèce de plastique gris, mais donc t'acquirais du trafic sur Google AdWords et Facebook. J'étais parmi les 100 premiers annonceurs Facebook à l'époque pour le site de e-commerce pour lequel je travaillais, et t'achetais au clic des emplacements dégueulasses. Sauf que, tu vois, Facebook, tu vois que ça arrive. Criteo, j'étais le 14e client chez Criteo en France. Bah, tu vois que ça arrive parce que, pour le coup, je pense que CMO va avec une curiosité. Et donc, t'entends parler de Criteo. Je me souviens très bien. Et tu dis, putain, c'est quoi ce truc de retargeting? C'est bizarre. C'est nouveau, machin. Et ben, donc, d'abord, ils te contactent, ou tu les appelles, et puis tu lances des campagnes. Et tu testes. Et Facebook, pareil, je pense qu'on était dans les 100 premiers. Facebook a longtemps pas monétisé son trafic. Et quand il a commencé à le monétiser, c'était des emplacements, je sais pas, de 15 pixels par 15 pixels, dégueulasses. Il y avait des sites très chelous, rien n'était contrôlé, GDPR n'existait pas. Et bien donc, dans ma carrière, j'ai vécu le passage du trafic desktop au mobile, du mobile aux apps, du display via des régies que t'appelais, et limite tu envoyais encore des fax, au programmatique, aux réseaux sociaux, de la bannière à la vidéo, et maintenant à l'IA. Et c'est pour moi, l'IA est vraiment si tu es habitué, qu'en fait tu as une plasticité cérébrale où tu dis putain, n'importe quel nouveau truc qui arrive, faut que je teste. Et ben c'est un des arguments. Donc déjà faut être naturellement comme ça. Moi j'ai pas attendu d'être CMO pour m'intéresser au truc, ça m'amuse quoi. Et puis après c'est pas difficile de lancer un test sur Criteo en 2009. Tu leur envoies un bon de commande, t'as accès à une plateforme dégueulasse et tu mets des liens de redirection et tu vois ce qui passe. Et puis après tu te mets à optimiser. Ça je l'ai fait des centaines de fois parce que c'est la nature de ce job. Et pour répondre à ta question, si je te dis ce que j'ai testé chez Liigo depuis toutes ces années, j'ai testé, j'en parlais à Nafal, une app Alexa pour rechercher des vols par Alexa. Bon, alors, ça n'a pas marché en France, mais je l'ai créé. Là, je suis en train de travailler sur un MCP. Tu vois, tu prends l'IA, tout le monde s'est dit, ouais, maintenant, en fait, bon, si, ça va être un chatbot. Je crois pas. En revanche, les MCP, qui sont un nouveau protocole de communication entre ton service, au fond, tes données et les LLM, là, j'ai lancé un MCP Go. J'attends un peu de technique, mais c'est ça qui fait que je suis resté, parce qu'en fait, l'avantage du voyage, le travel, c'est une industrie qui est extrêmement mature. Il y a des gros acteurs, il y a peu d'acteurs disruptifs, et même la vague de l'IA fait que il y a plein d'apps qui disent ouais, je suis ton compagnon de voyage. Aucune ne marche parce qu'en fait, tu réponds pas à un besoin réel. En revanche, c'est un marché dans lequel t'as accès à l'innovation un peu plus tôt, ou très vite, parce que ça marche très mûr. Donc en fait, tout le monde veut te vendre. Enfin, les gens qui font des MCP, ils veulent vendre aux interfaces de travel parce que ça représente beaucoup d'argent. Enfin, si t'es dans les trucs plus de niche, tu n'auras pas un écosystème de solutions qui vont venir s'adresser à toi. Et alors, le meilleur exemple du moment, c'est le MCP. Je me dis, ok, chemin, c'est de te dire, l'IA va changer ton top funnel. Donc, parce que tu n'auras plus Google, les liens bleus, le truc que... Pour expliquer, le MCP, ça remplace un peu ce qu'on connaît en l'API, généralement. Donc, c'est un peu une nouvelle manière de communiquer entre les outils. Exactement. Ouais, c'est-à-dire que donc ton haut de funnel va plus être billet d'avion Paris-New York sur Google, où tu vas dire oh, quelle bonne idée d'avoir 600 liens. Je vais les cliquer tous et puis on verra ce qui se passe. Tu vas commencer par un LLM et tu vas dire je cherche un billet d'avion Paris-New York. Et là, vont se déclencher des apps internes qu'on appelle les MCP qu'il faut préalablement installer. Donc notre sujet aujourd'hui, c'est de dire comment est-ce qu'on va installer les MCP chez les end clients. Et puis on va dire ok, je vais interroger le MCP de Liigo pour trouver le meilleur vol. Et donc c'est pour ça que c'est marrant de rester longtemps dans une boîte, parce que aussi tu finis par avoir ton protocole de test, quoi. Tu t'emmerdes pas vraiment. Et moi ce que j'aime dans ma position de CMO aujourd'hui, même si un jour je passerai à autre chose, c'est d'être nécessairement excessivement opérationnel. Parce que le MCP, c'est moi qui le fais. Ouais.
Tu vois, c'est un peu un vrai truc qu'on voit aussi dans le part-time, parce que souvent les demandes vont être sur des CMO qui sont hands-on, c'est le terme qu'ils utilisent. Et en fait, aujourd'hui, je comprends pas un CMO qui dit, moi, je touche plus l'opérationnel, parce que beaucoup peut-être envisagent l'opérationnel comme les tâches un peu rébarbatives, ou en fait des trucs qui sont chronophages ou qui n'ont pas d'intérêt, alors que des fois, c'est juste non. En fait, par exemple, les contenus, les articles de blog, c'est moi-même qui les fais, les landing pages, peut-être moi j'aime bien faire ça, apprendre ça. Et je trouve que aussi c'est intéressant aussi, moi j'aime bien avoir cette dichotomie entre part-time, full-time, parce qu'au final, moi ce que je trouve intéressant un peu dans ton parcours, c'est que tu gardes, et c'est une observation, mais aussi je trouve que c'est une qualité, c'est que tu as une dynamique typiquement de quelqu'un qui est en part-time, parce que tu es tout le temps curieux à l'affût, et c'est juste que cette curiosité, tu as trouvé aussi au sein, donc je trouve que c'est intéressant, ça répond à ta question, au sein même d'une carrière, à mon avis, on peut se créer une sandbox, ce que j'ai l'impression que tu as réussi à faire, non mais moi je teste tout le temps des choses, peu importe ce que ça donne, et puis on regarde ce que ça donne, et donc au final, on peut s'emmerder comme ne pas s'emmerder, c'est juste une question de point de vue, voilà, on peut rester 10 ans, 20 ans, je pense, dans un poste, et s'éclater, comme on peut faire la même chose et voilà. Et t'emmerder au bout de 2 semaines. Je pense que en fait, ça rejoint. Il y a deux choses importantes que tu as dites sur le statut du fractional et sur les tâches opérationnelles. Franchement, s'il y a un intérêt à l'IA, c'est que ça résout le problème entre ton idée et la réalisation, qui étaient ces tâches que on dit ouais, je suis dans la stratégie, parce que ça fait chier de mettre les mains dans le cambouis. L'IA met les mains dans le cambouis à ta place dans le métier. Donc en fait, ce truc de dire je veux pas être dans l'opérationnel, c'est plus la réponse aujourd'hui. Alors c'était peut-être le cas quand tu étais un CMO avec des grosses équipes et qu'en fait tu passes la journée en réunion. Et du coup, par construction de faire que du management, t'es pas dans l'opérationnel. Mais aujourd'hui, même un CMO d'une boîte de 100 000 personnes, même mon héros et notre héros à tous, Antoine Lenel de Revolut, il teste des trucs lui. C'est vrai, intéressant. Mais en fait, et s'il le fait pas, c'est une erreur à mon sens. Bon, je vais pas lui faire le moral. Mais quand même, tu vois, c'est intéressant parce que tu ce que je te dis sur les MCP, je pense qu'il doit avoir le même truc, et peut-être qu'évidemment il a moins de temps parce qu'il est dans des problématiques plus politiques. Mais tu dois avoir l'idée de le faire. Et après, peut-être que tu le fais pas toi parce que t'as pas le temps, mais d'être dans une démarche opérationnelle, tu vois, plutôt que d'être dans le truc. Je vais cumuler mes meetings, je vais dire à tout le monde vaguement ce qu'il faut qu'il fasse. Je pense que t'as tellement la capacité aujourd'hui à produire. Et qu'il faut le faire. Et où tu deviens fractional, parce que justement cette réduction du temps drastique te permet vraiment, et qui ne date pas que de l'IA d'ailleurs, te permet vraiment d'être immédiatement efficace, et donc de pouvoir l'être avec ce que tu dois avoir dans ton métier, ce cercle vertueux de dire j'ai 3 clients et je suis 3 fois plus efficace parce que tout l'apprentissage que j'ai avec les clients, je le mutualise. Mais le temps de production a été réduit à quasiment 0. Et donc, ça n'a d'intérêt d'être fractional pour une boîte, quelque part, que si ton CMO fractional l'est ailleurs aussi, parce que c'est comme ça que tu vas créer du goodwill. Et franchement, du reste, ce métier de fractional qui marche très bien, sauf que j'ai aussi monté une boîte de CFO à temps partagé, en fait, ça a été rendu possible par l'outillage il y a 10 ans, 15 ans, et qu'aujourd'hui, aujourd'hui, c'est même pas l'avenir, c'est le présent, en fait. Parce que l'IA va quelque part nous forcer à ne plus marcher que comme ça. Sinon, tu vas t'emmerder. Exact. Ouais. Exact. Du coup, si on prend, par exemple, le sujet purement de recrutement, donc, si toi, tu te dis aujourd'hui, OK, on doit recruter un CMO, un dirigeant, un CEO, un board member, peu importe, ce genre de profil-là, qu'est-ce qu'il doit aller vérifier concrètement quand il doit aller faire, surtout un full-time, qui va aller avec lui sur de la durée? Est-ce qu'il y a des choses quand même qu'il faut aller chercher précisément, je sais pas, la curiosité, ou bien en 2026, c'est plutôt d'autres qualités que peut-être que nous on soupçonne pas, genre. Ouais, alors déjà c'est vrai que c'est un rôle qui est un peu plus compliqué à cerner qu'un CTO ou qu'un head of sales. Même si un head of sales il peut t'endormir et 6 mois après tu te dis mais en fait t'as rien vendu et t'as perdu 6 mois. Peut arriver la même chose avec le CMO, mais mis à part le track record de la personne, parfois en fait tu te laisses un peu aussi séduire par ce qu'il dit ta boîte. En revanche, je pense qu'aujourd'hui, il y a un truc qui est clé, et dans lequel d'ailleurs je ne suis pas du tout le meilleur, c'est qu'aujourd'hui, le travail de marketing dans la tech, c'est devenu un travail de data à 70%.
Donc moi, quand j'ai commencé le trafic desktop et machin, tu peux aller voir un graphiste qui te faisait des bannières, tu pouvais passer du temps à imaginer, tu peux être inventif. Aujourd'hui, ce que tu dois demander à ton CMO de créer, c'est un système. Un système, et le système, ça touche la créa, la B-test, le tout, c'est d'être capable de piloter des systèmes. Et tu ne pilotes les systèmes que si tu comprends bien la data. Et ça, il y a quand même toute une génération, d'ailleurs dont je fais un peu partie, qui n'ont pas été, qui ont dû se mettre à la donnée par nécessité, mais qui n'avaient pas forcément cette appétence. Parce qu'il y a 20 ans, on te demandait de lire un Google Analytics et c'était vraiment les maths pour les nuls. Le trafic, le taux de bounce, le taux de conversion, le chiffre d'affaires. Super, je suis data scientist. Alors aujourd'hui, par la multiplication des plateformes, des funnels, de la complexification de tous ces process, tous ces parcours clients, précisément, il faut être vachement meilleur en data. Donc, le premier truc, c'est qu'en fait, ton CMO, c'est un data scientist curieux. Ok. C'est plus un curieux qui connaît de la data. Et après, ça doit être je pense que en 2026, un CMO doit produire des trucs. Qu'il ait 10 000 personnes de ses équipes. Intéressant. Je pense que si tu as un entretien d'embauche à faire passer, tu peux lui mettre un outil d'IA et en disant, voilà le client, il fait ça. Écoute, qu'est-ce que tu générais comme produit? Le prototypage, c'est fini. Le prototypage, c'est Claude. Tu vas dans un outil d'IA et puis tu prototypes. Et tu peux lui mettre l'IA dans les mains et voir ce qu'il peut en produire, s'il n'est pas largué ou s'il a l'intuition de... Tu peux, en fait, ça peut se traduire, parce qu'en fait, tu peux faire un plan marketing en un quart d'heure. Ouais. Et puis, fais un plan marketing, je te donne juste un set de données et desquels 2-3 insights sur la boîte, et puis tu produis. Et en fait, et du coup, tu peux avoir la partie curieux inventif, si tu veux, et la partie data en un seul truc. Donc vraiment, la data, mais le vrai truc, c'est la data. Puis ensuite, il y a toujours eu, ce qui fait qu'on est curieux, et je pense que c'est aussi pour ça qu'on s'entend bien avec Nofal, c'est d'être des natural slashers. C'est-à-dire qu'un CMO, il doit passer d'un canal à un autre canal, d'un projet, d'un truc qui touche le produit, pourquoi pas la finance, parce que c'est comme lui qui dépense le fric de la boîte. Là où quand tu es back-end développeur, tu peux te retrouver dans une situation où on dit tu as 6 mois de projet, et donc faut que tu me livres un produit dans 6 mois. Un CMO, il n'est pas nature, pas comme ça. Donc ça veut dire qu'il faut quand même savoir faire le yo-yo. Alors comment en entretien tu t'en rends compte, mais tu fais le yo-yo entre big picture et détail. Big picture, détail. Et ça, après, c'est compliqué. C'est surtout compliqué d'arriver à le valider dans un process d'embauche. Mais les meilleurs CMO sont des gens qui sont capables d'aller changer un lien de redirection qui pète et en même temps de pondre une presse sur une stratégie marketing à 5 ans. C'est ça. Et juste un truc avant peut-être de laisser la main à Stéphanie. Tu vois, moi récemment, ce que j'ai découvert aussi, c'est que un truc que j'observe de plus en plus, parce que j'ai observé sur moi et je commence à essayer de voir un peu les CMO. Que je sais que beaucoup de CMO utilisent l'IA ou ChatGPT, Claude, etc. Et il y a un skill un peu caché, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, c'est le sens, en tout cas, comment on appelle ça, c'est le côté esprit critique face à l'IA. Genre aujourd'hui, ce qui va être compliqué, je le vois aussi avec des CEO, je l'ai même eu une phrase, je me dis, mais attends, là moi j'ai pondu un plan de marketing avec mon ChatGPT, il était meilleur ce qu'elle m'a dit. Je dis, ok, d'accord, super. Mais en fait, le skill d'un bon CMO, d'un bon marketeur, je me dis que c'est peut-être sa capacité à challenger ce que dit l'IA, ce qui est très dur à déceler, parce qu'au final, moi, je me suis rendu compte, même dans ma pratique, parce que je fais aussi encore moi-même une grande partie du marketing de Matthias, c'est que souvent, il va me dire des choses, mais parce que j'ai suffisamment eu le temps d'avoir développé un sens critique, je dis, mais non, mais ce canal-là, je l'ai travailler de cette manière, normalement, et pas juste prendre le truc bonco. Et du coup, je me dis, parce que on parle souvent avec d'autres amis, on est en train de rentrer dans l'ère des orchestrateurs. Donc, pour moi, un CMO du futur, c'est un CMO qui va être orchestrateur, et pas un mec... Mais pas du futur, Nofal. Même l'actuel. Du présent, l'actuel, maintenant, c'est vrai. On est devenu, mais c'est marrant parce que ces évolutions, en fait, c'est du jour au lendemain, tu te rends compte que tu l'es déjà devenu. Ouais. Mais je vois très bien le point de ta question, c'est-à-dire qu'en fait, le sens, c'est hyper dur. En fait, je pense qu'on est tellement encore hypé, comme on dit, par l'effet l'IA et par ses progrès, qu'on finit par lui abandonner tout. C'est là que la capacité à prompter, la capacité à avoir à garder un esprit critique, mais c'est hyper dur. Ouais, c'est dur. Ouais. C'est dur parce que l'IA, qu'une seule envie, c'est de te l'enlever.
Elle est sûre d'elle, donc en fait, toi, tu doutes. Lui, jamais. Donc, Sauf qu'on dit, ah oui, tu as raison, j'ai raconté n'importe quoi. Et après, il repart sur un truc, en revanche, je suis sûr de ça. Exactement. Mais, alors, vaste question. Ouais. Et j'ai aucune idée de. Enfin, si. Mais je peux même relier ça à l'éducation des enfants et des réseaux sociaux et de comment faire. C'est qu'il faut essayer de garder une vigilance, notamment, je pense, continuer à rédiger des trucs. C'est hyper dur. Rédiger tes mecs, je dis putain, pourquoi? Mais en fait, comme lire des livres. Moi, j'ai toujours beaucoup lu. Mais maintenant, je trouve que c'est devenu là où c'est un plaisir, c'est devenu un statement, voire un combat de lire un bouquin. Parce que t'as trop de tentations de faire des trucs où ton cerveau va prendre plein de dopamine et puis voilà. Et en fait, il faut, je sais pas, peut-être que c'est les prochaines formations. Tu sais, quand on a fait le tour de la boucle, t'auras des formations en ligne pour réapprendre à écrire au stylo, tu vois. Et là, peut-être que Yomi Denzel, si tu m'écoutes, et ça va être nécessaire parce que sinon tu ne marches plus sur deux jambes. Coloris à l'intérieur du cercle. mais parce que sinon, effectivement, tu vas dire, ok, n'importe quoi comme raconte l'IA. Ouais. Mais à quoi tu sers? Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Il y avait un point sur lequel je voulais rebondir. Tu as cette capacité naturelle à explorer de nouvelles choses, à te montrer curieux. Ce sont des choses qui ont en quelque sorte façonné toi ta carrière. Aujourd'hui, un futur CMO qui prendrait ce poste parce que histoire d'ego, de titre, et aussi cette volonté de ne plus être dans l'opérationnel. Question fermée donc. Est-ce que ça serait un red flag pour toi aujourd'hui? Ok. Ouais. Oui, parce que, alors, évidemment, tout ce qui est l'ego, le titre, c'est très bien. Enfin, faut pas enlever le plaisir que tu as de devenir CMO, mais sans vouloir, ouais, enfin, en plus, ça va faire le lien avec des gens qu'on a interrogés dans le passé avec Nofal, avec les grosses levées de fonds qui ont eu lieu entre 2018 et 2022. Ouais. Il y a des gens qui ont accédé à des postes de soi-disant CMO qui n'avaient pas les compétences. Et juste parce qu'il n'y a pas d'expérience. Je suis pas en train d'être traité de débile ontologique. Je dis juste, ils se sont retrouvés à moins de 30 ans, ce qui du reste m'est arrivé moi, mais à avoir trop de responsabilités parce que la boîte marchait bien et que quelque part ça marchait tout seul parce qu'on avait beaucoup d'argent. Donc là, t'as un peu le truc du titre où t'as envie de dire, il y a CMO et CMO. Tu vois, je suis très pote avec le CMO de SNCF Connect et assez pote avec celui de Revolut. Et le CMO de la start-up pété du coin, non, c'est pas les mêmes compétences, mais c'est normal. Ouais. C'est pas le même salaire aussi. Et donc sur le titre, ça fait toujours du bien. Mais après, il faut que ça veuille dire quelque chose. Donc, si tu prends un poste de CMO pour avoir le titre de CMO, j'ai connu des CMO dans la boîte de 10 personnes qui ont le titre de CMO. C'est juste que la boîte leur permet pas non plus de se développer. Donc, il y a tout un équilibre à trouver entre, ok, t'as le titre. Mais derrière, est-ce que la boîte, quand elle te donne le titre, elle te donne aussi les capacités de l'être réellement? Absolument. Et là, arrive le troisième point de l'opérationnel. C'est quelque chose que tu pouvais te dire avant, parce qu'en fait, le chemin d'accession, justement avant les bulles tech qu'on a connues jusqu'en 2022, le chemin, c'était, tu rentres par une expertise. Alors, je suis le contre-exemple parce que moi, j'ai été CMO à 26 ans par pur accident. Mais c'était un accident. Okay. Et qui a bien tourné, mais tu rentrais par une expertise. Puisqu'en fait, le marketing online, qui est vraiment le domaine que je connais, mais même le marketing tout court, tu as un canal, une expertise. Donc, tu commençais comme SIM manager, tu faisais 5 ans, et puis tu finissais par être CMO. Et là, il y avait peut-être une logique à sortir de l'opérationnel, parce qu'en fait, tu le connaissais très bien, tu en avais bouffé pendant longtemps. Et ça se comprend qu'à un moment donné, en fait, tu ne peux plus faire de l'opérationnel parce que dans l'ancien monde d'il y a pas très longtemps, ta journée, c'était des meetings, c'était de piloter des équipes et ton opérationnel, c'était de comprendre ce qu'il y avait sur les slides ou les reportings qu'on t'envoyait. Mais ça allait moins vite aussi, dans le sens où tu pouvais te déconnecter pendant 1 an et revenir et j'ai l'impression Exactement. Aujourd'hui, c'est... Exactement. Et aujourd'hui, entre le fait que le délai entre j'ai une idée et j'ai fait un site web, c'est 4 minutes et où je fais une analyse, j'ai mon JSON de données, je balance un truc et j'analyse. Donc, il y a plus, en fait, parce que quelque part, ça redevient excitant de faire de l'opérationnel. Donc, quelque part, cette dichotomie n'existe plus pour moi. C'est juste que ça n'existe plus. Donc, je te dis, Antoine Lenel, gloire à toi, je lui souhaite d'avoir le temps de faire de l'opérationnel, de jouer avec des LLM, parce que vu sa connaissance, sa compétence, il doit pouvoir faire des trucs de maboule. Surtout que c'est un profil data, un peu ingénieur, tout ça, donc tu as envie, tu as le côté expérimental qui reste, parce que moi, pendant longtemps, mon ancienne entreprise, à un moment, j'étais pendant 2 ans déconnecté, et ça m'avait manqué, parce qu'à un moment donné, je faisais plus ce que je faisais avant.
Et c'est vrai aussi, il y a un sujet d'obsolescence qui s'accélère, puisque, comme tu disais, Guillaume, tout à l'heure, t'as un côté où peut-être avant, tu pouvais remonter un peu sur les sujets strat, faire des meetings, ça devient ton nouveau métier. Mais même si tu décidais de revenir, rentrer dans l'opérationnel, ça allait. Aujourd'hui, franchement, moi-même, dans des disciplines qui sont des sous-disciplines marketing, rien que par exemple l'outbound ou même le SEO. SEO, déjà de base, ça change tout le temps, alors que là, on parle souvent avec Guillaume en JO, un jour c'est Reddit, un jour c'est du PR, non Reddit en fait ça marche pas, non mais en fait c'est Wiki, non mais en fait et là ça s'accélère, et quelqu'un qui disparaît sur une île pendant 6 mois et qui revient, pour moi c'est plus un expert SEO, il peut avoir fait 20 ans en SEO. Certes, les réflexes vont revenir plus vite, mais il y a un vrai sujet aussi d'accélérationnisme, on appelle ça comme ça. Et donc, voilà, être au taquet. Et ça, effectivement, ça peut déconnecter beaucoup de CMO qui sont en mode « Ah oui, non, mais moi, je gère les équipes, je fais que de la strat. » Et t'as raison, moi, je suis d'accord, c'est un Je pense que ça n'existe plus, et que c'est un red flag dans le recrutement, ce qui est un peu tragique pour les cohortes de directeurs marketing qui arrivent à un certain âge. C'est que le gap entre ce qu'on demande maintenant à cette fonction et ce qu'on fait pendant des années, et je pense que la tech a un truc différent, c'est que quand tu recrutes quelqu'un pour la tech, t'as quand même t'as des expériences passées, t'as quand même des tests que tu peux faire passer, il y a quand même cette capacité de compréhension des outils qui, eux, n'ont pas trop changé. Meta, c'est toujours aussi pourri comme interface publicitaire. Google Ads, ça s'appelle plus Google AdWords mais Google Ads, mais c'est les mêmes logiques. Donc tu peux avoir un directeur marketing, grande conso, autre chose. Lui, il peut être vraiment totalement déconnecté de ce qu'on demande à ce métier-là. Donc, après, dans un processus de recrutement, je pense qu'on se dirige de plus en plus vers arriver à positionner cet individu par rapport aux outils qu'il va devoir piloter et pas forcément déléguer à son équipe ou avoir une sorte de co-délégation, beaucoup plus que son jus de cerveau, quoi. Et du coup, un peu pour aujourd'hui, les équipes, parce que tu en parles beaucoup, moi, j'ai l'impression aussi qu'il y a un resizing des équipes. Les équipes sont de plus en plus réduites. Il y a moins, comme avant, un côté des départements. On voit le contenu, ça a été compressé aujourd'hui. Je pense qu'une seule personne, peu importe la taille de la boîte, peut faire beaucoup de choses quand c'est bien organisé. Il y a des sujets plutôt acquisition, où peut-être avant, il te fallait des experts verticalisés par plateforme. Je pense que maintenant, peut-être, après tu me diras, parce que toi, tu es beaucoup dans tout ce qui est algorithmie de bidding, etc., mais je pense que maintenant, c'est à peu près les mêmes logiques, ça s'harmonise, et peut-être qu'une seule compétence aidée par l'IA peut... Comment tu vois un peu les équipes du futur qui travaillent avec le CMO ou autour, etc. Est-ce que tu vois une évolution, peut-être dans ton équipe, toi-même, à Liligo ? Ouais, il y a plusieurs pistes. C'est-à-dire que je pense que, de toute façon, la gestion par canal, c'est un peu ce que j'ai dit au tout début, c'est que la gestion par canal, SIA, SEO, CRM, elle va quand même rester presque pour une question de ownership. Mais une personne peut déjà, je donne un exemple du SEO, faire beaucoup plus que les autres et beaucoup mieux. Mais il va y avoir, à mon avis, un métier qui va devoir se créer, qui est une sorte de RevOps, le pendant du RevOps sur l'IAOps. Parce que tu prends, regarde, mon responsable SEO, j'ai contractualisé quelqu'un pour qu'il crée avec mon lead SEO une machine à contenu. Mais une machine à contenu qui soit whitelistée contenu, qui soit pas repérée comme IA, qui soit du vrai bon contenu. Non pas pour pas se faire shooter par Google, mais parce que comme maintenant il y a une course au bon contenu IA. Plus IA ou pas IA dans le contenu. Tu vois, t'es obligé. Google sait que tu vas lui proposer du contenu IA. Maintenant, est-ce que c'est du bon ou du mauvais ? Comme les chasseurs, c'est toujours la même chose. J'ai contractualisé, j'ai pris ce type et mon lead SEO, et j'ai dit voilà, il nous faut une machine qui puisse produire du contenu whitelisté dans 8 langues avec les clés API parce que on va relire, faire renoter, faire amender. Et ça, c'est une plateforme. Et si tu veux cette plateforme, aujourd'hui, tu as la capacité de la créer en 15 jours, ou 3 semaines ou 1 mois, mais pas beaucoup plus, et de la rendre obsolète. Donc, mais d'en recréer une. Pourquoi ? Parce que demain, en fait, on va se dire, cette plateforme, si je veux faire la même chose pour le référencement dans les LLM, ça me coûte autant de temps de tout refaire, en gardant les briques de ce que j'ai fait avant, ou de changer ma plateforme existante. Et là, je pense que les boîtes, les équipes marketing auront besoin de cette personne qui va tester les outils, un peu comme le RevOps, mais j'ai dit IAOps, qui va tester les outils pour voir comment
développer ad hoc ou utiliser les solutions du marché pour avoir un truc qui puisse servir à des cas d'usage très précis. Parce que moi, ma machine à contenu, elle marche très bien pour le travel. Et d'ailleurs, elle est en train d'être utilisée par un autre acteur parce que ils en avaient besoin. Mais si demain je vends des pièces automobiles, il y aura peut-être 70% qui marchent. Mais il faudra la custom. Et aujourd'hui, tu peux le faire. Et je crois que tu vas garder des responsables paid, des responsables CRM, des responsables brand, des responsables social media. Mais comme je disais tout à l'heure, un responsable typiquement social media doit pouvoir faire une partie du boulot du designer, une partie du boulot de la tech et du tracking. Il doit pouvoir le faire lui-même. Mais ce qui va être compliqué, c'est le phasing et l'assemblage des outils que tu vas créer ad hoc. Parce que moi, demain, l'outil que j'ai sur le SEO, je veux faire la même sur le SEM. Un peu ce que je décrivais encore une fois, un peu l'outil de management de bidding qui est une surcouche au-dessus de Google Ads. Je sais que je peux le créer. Et je peux faire la même chose sur social media, c'est-à-dire, ok, je scrape tous les contenus qui marchent sur le travel, je les réécris, je les rescripte, éventuellement, je peux les produire avec de l'IA ou je peux les faire enregistrer. Et sauf que, potentiellement, je me retrouve avec des experts, quand même, qui ont entre 2 et 5 plateformes de gestion de leurs opérations. Là, il va falloir des gens supplémentaires et pour aller dans le sens quand même d'une réduction des effectifs. Mais le poste clé, pour moi, c'est vraiment le tooling les tooling ad hoc. Quand on parle du fait que ça soit mort ou en décroissance, c'est que, moi, créer un CRM, je peux créer un CRM tout pourri en 5 minutes et plutôt très très bien en 2 semaines. Ouais, exactement. Donc, qui est une limite custom pour ton use case très précis business, etc. Et donc, effectivement, il y a une vraie évolution. Et donc, le créateur d'outils, je te parlais de cette personne qui s'appelle Arnaud, lui, s'il a de l'or entre les mains, parce qu'il vient dans n'importe quelle boîte, il dit, je peux vous créer un outil custom, tout le monde va être ton client. Ensuite, quand tu es la boîte et que tu as comme une équipe, faut qu'il y ait un pilotage de ces outils. Et ça, c'est à mon avis, le CMO pourra difficilement faire ça. Ou alors vraiment il est fort, mais voilà, ça c'est une nouvelle compétence qui va permettre de réduire, alors c'est une bonne chose ou pas une bonne chose, mais de réduire le nombre de people parce que tout ça sera bien orchestré par des outils faits sur mesure. Disons les premiers mecs dans l'automatisation un peu, qui était un peu le point névralgique de ces outils, etc. Mais exact. Complètement. En fait, il y avait 2 prismes. J'avais le côté un peu plus toi dans ta carrière de CMO, ce que tu projetterais, etc. Et ça donnerait potentiellement des conseils à des CMO qui t'écouteraient. C'est bien ça. Ça, il y a ce truc-là. Okay. Et il y a le deuxième axe qui est plutôt, toi, en tant que CMO, quand tu es amené à recruter donc, tes équipes, ça pourrait être c'est quoi le vrai sujet aujourd'hui, ou quand un CEO va t'embaucher, à quel moment tu te sens réellement dans ton rôle de CMO versus tu peux te sentir juste comme étant infusible face à un gros système que tu maîtrises pas et avec très peu de moyens, de ressources ou de volonté d'accompagner derrière. Donc voilà, donc il y a 2 thématiques. C'est 2 axes. Est-ce que c'est l'axe conseil et des gens qui veulent devenir CMO ou plutôt l'axe recrutement d'équipe? Ouais. Le premier est bien aussi. Ouais, le conseil, le conseil qu'on peut donner à quelqu'un qui veut devenir CMO, c'est un peu tout ce qu'on vient de dire, de la capacité à tester et à créer des systèmes. Voilà, pour moi, c'est des Chief System Officer. CMO, c'est un système. Tu as des canaux, tu veux attirer des clients. Enfin, revenons à ce qu'est la base du marketing et ce que fait un CMO. Un CMO, d'abord, il se la pète sur LinkedIn. Mais ensuite, une fois qu'il a fait ça, il doit générer du trafic sur des pages ou sur des apps qui doivent convertir en achat, en génération de leads, tout ça. Donc, c'est le Chief Funnel Officer aussi. Et donc, ça, c'est en soi un système auquel il se confronte. Parce qu'il a des sources de trafic, parce qu'il a des pages qui doivent fonctionner, parce qu'ensuite, il y a des processus d'automation qui font que ça génère du client d'une manière ou d'une autre. Il doit créer pour chacun de des sous-ensembles du funnel. Et quand je parle de funnel, on peut aussi englober le CRM, c'est pas juste que de l'acquisition. Des systèmes de management de ces touchpoints. Et je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un qui veut être CMO doit encore une fois être capable de créer des systèmes qui soient imparfaits, mais qui soient fonctionnels, tout en gardant ce qu'on appelle la big picture, c'est-à-dire de dire, en fait, c'est devenu très compliqué comme métier. Je vous citerai un exemple juste après, dont j'ai parlé en fin. C'est devenu un métier très compliqué, très data, très tout ça. Donc, si tu veux, si tu veux être un bon CMO, tu dois pouvoir réconcilier le système qui est pour moi lié au détail de KPIs assez précises et la vision d'ensemble.
Or, l'entre-deux est devenu de plus en plus compliqué, donc il faut certainement pas avoir peur de la complexité et de savoir la simplifier, parce que mine de rien, quand tu dis je vends des billets d'avion, ton truc c'est quand même que tu as un objectif top line, tu dois avoir un plan de conversion, tu dois faire rentrer des gens dans la fenêtre, tu dois leur vendre des trucs, et à côté, pour que ça marche, c'est devenu de plus en plus compliqué. Donc tu ne peux pas, si t'es pas quelque part, si t'es pas presque excité par la complexité, c'est pas une carrière qu'il faut faire. Et juste pour rebondir sur ça, tu vois, si on prend un CTO versus un CMO, cette complexité dont il parle, pour moi, c'est la meilleure barrière à l'entrée pour protéger ces métiers-là. Parce qu'un CTO aujourd'hui, en tout cas tous les métiers tech, vu que c'est une forme de complexité qui est un peu qu'on peut lui donner des chiffres, c'est coordonné, c'est comme la comptabilité, on parlera peut-être de la finance, c'est des choses normées. Donc, on peut les reproduire par des algorithmes. Mais ce que je remarque aujourd'hui, c'est typiquement dans ce qui protège un peu c'est là où on va aller chercher le génie du CMO sur cette interconnexion, orchestration des choses. C'est que moi, j'ai plus l'impression aujourd'hui, c'est que tout peut devenir vite une commodité, faire un produit, faire du code, etc. Mais la distribution, et le sales, ça va être très très dur c'est le gros enjeu. C'est le gros enjeu. La technologie est une commodité. La barrière est tombée, mais ce qui va faire voilà. Et c'est là où après, c'est un épisode aussi où le but, c'est de donner des clés à quelques CEO pour bien trier, parce que c'est ça un peu l'enjeu. C'est qu'il faut aller chercher ça. Il faut aller chercher ce côté un peu bidouilleur, ce côté hands-on, ce côté. Mais tu vois, j'ai un exemple très récent qui date d'hier de la CMP. Donc, tu vois, moi, donc depuis que je fais du marketing, il y a des nouveaux paramètres dans mon travail qui apparaissent tous les jours. Par exemple, le taux d'engagement, le hook rate, des trucs qui, évidemment, en remettant en 2008, hook rate, t'es là, oh là, qu'est-ce que tu racontes? Et maintenant, c'est clé. Sauf que ça s'accumule parce que le click-through rate, il est encore là. Il n'est pas disparu, hein. Voilà. Et t'as le hook rate en plus. Et un exemple, c'est le taux d'opt-in dans la CMP. Tu vois, Noah, toi, tu vois le truc, autoriser les cookies. Soit tu dis oui, soit tu dis non, et tu fais pas attention. Et en fait, l'incidence de ce taux de conversion est importante pour tes data, la collection de tes data, la segmentation de tes audiences. Ça a une incidence sur le reste de ton marketing mix. Et ça, tu vois, je l'ai découvert hier parce que notre provider de CMP nous a dit vos chiffres sont pourris. J'étais là, il faut d'abord passer l'espèce de moment en disant, j'ai pas spoté le truc, encore un truc, mais une fois que tu dis, en fait, c'est un levier, un CMO, c'est quelqu'un qui dit, ok, il y a une défaite, parce que des défaites, on a toute la journée, mais je transforme une défaite en levier. Et ça, tu m'aurais encore une fois dit ça en 2008 en disant, un jour, il y aura une espèce d'overlay dégueulasse pour des espèces d'histoires de loi européenne que tu ne comprends pas, voilà. Mais entre accepter et refuser, ça aura une incidence sur la qualité de la donnée que tu vas utiliser pour créer tes audiences. C'est là, je vais aller dans le Larzac, m'occuper de ça. Donc si t'as pas ce truc d'arriver à surmonter ces complexités nouvelles, faut pas être CMO. Faut tout simplement pas être CMO. Je vais pas dire que tu seras pas un bon CMO, mais ça fait naturellement partie du job. C'est pas une question. Tu peux pas dire non, la CMP ça existe pas. Exact. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, le marketing, comment tu l'exécutes, tu sens qu'autour de toi, il y a de la demande en termes de... Est-ce que tu sens que quand même, c'est quand même un profil qu'on cherche encore aujourd'hui, ou bien est-ce que c'est de plus en plus c'est quoi ton ressenti du marché du recrutement de ces C-level exécutifs dans le marketing? Il faut... Alors, si tu te mets en perspective, on est sorti de l'euphorie en 2022, donc ça commence on est quand même en maturité après ce moment où c'était un peu fou. Et en fait, tu recrutais un peu n'importe comment. On peut pas en vouloir à qui que ce soit, mais tu recrutais n'importe comment. Le CMO, c'est le job le plus difficile à recruter, je pense. Okay. Alors, on peut dire ça tous les C-level, mais je crois que les chiffres montrent que c'est le poste qui dure le moins longtemps. Ouais. Et je sens et encore une fois, avec cette apparition de l'IA, je sens que les fondateurs avec qui je parle, on continue à se méfier de ce poste, parce que je pense qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent en faire. Or, que tu sois CEO ou CFO ou n'importe quel type de management, tu dois savoir ce que font les gens en dessous de toi. Et la plupart des boîtes avec qui je discute ont quand même eu souvent une croissance plutôt liée aux sales, plutôt liée quand ils ont fait un bon
PLG au product. Et quand arrive le moment où tu dois avoir un marketeur, tu te dis est-ce que c'est un bouche-trou, est-ce que c'est un accélérateur, est-ce que c'est un mal nécessaire? Et je pense qu'il y a un positionnement. On a un exemple d'une grosse boîte SaaS à Barcelone qui a eu beaucoup de temps à recruter son CMO. Et je pense qu'on peut se dire que c'est parce que le type ne savait pas ce qu'il voulait. Et pourquoi? Parce que tout ce qu'on vient de dire sur ce qui compose le rôle du CMO, en fait, c'est pas juste quelqu'un qui achète du trafic sur Google, ni quelqu'un qui peint des Figma, c'est un ensemble composite beaucoup plus compliqué et beaucoup plus data-oriented aujourd'hui. Et je pense que il y a besoin que les CEO ou que les boards ou que qui tu veux accèdent à la complexité qu'elle pose de CMO. Et donc, moi, je trouve que il y a souvent une réponse de dire, en fait, c'est tous des escrocs. Soit, je trouve pas c'est clivant. Ouais, soit je cherche vraiment le poste, soit quand ils ont l'intuition de tout ce que je viens de raconter, qui est comme le fruit de mon expérience, ils disent, en fait, cette personne-là n'existe pas. Et donc, dans les deux cas, en fait, enfin, je sais pas, je pense que vous l'avez vu. C'est difficile de situer. On peut pas leur vouloir, mais c'est difficile de se situer parce que le job de CMO est trop composite pour qu'il n'y ait pas quelque part, à un moment donné, quand même pas mal de chance. Aussi, c'est l'objectif d'un process de recrutement quand ça devient un rôle important, parce que ce qu'il faut dire, c'est que en phase de scale, il faut un CMO. Bien sûr. En phase de scale, il faut un CMO, mais le CMO, il doit être influent sur le produit, influent sur les sales, quand même générer son flow de lead, avoir de l'expérience, avoir derrière de la data, donc, mais sans un bon VP marketing au moment où il est temps d'ouvrir l'international et d'augmenter un peu la voilure, tu vas avoir beaucoup de mal. Tu vas avoir beaucoup de mal, et surtout qu'il y a une vraie réalité aussi qu'on voit nous à Matières, que ce soit pour l'executive search ou pour la partie part-time, c'est que en fonction de l'ADN initial de l'entreprise, qui peut être très sales-led, comme tu disais, produit, etc., ou des fois très marketing, parce que même des fois, j'en ai parlé juste hier, une boîte dont le CEO c'est lui le marketeur. Donc, et c'est une grosse boîte, et il a pris un CMO, mais sauf que il était tout le temps challengeant vers lui, parce que c'est le marketing de sa boîte, c'est son bébé. Et donc, en fait, il y a un truc aussi, je pense qu'il faut regarder, c'est l'alignement entre l'ADN de la boîte et la typologie de CMO. Moi, je pense que typiquement des trucs qu'on essaie de regarder quand on fait nous du fractional ou même du search, c'est que si tu as un founder ou un CEO sales driven, etc., impossible de ramener quelqu'un qui parle strat, communication, PR. Il va la gifler, alors que, en fait, si elle a un côté un peu sales, un peu pragmatique, héroïste, tu sais que ça va matcher. Pareil pour quelqu'un qui est très dans le public relation, etc. Si tu ramènes quelqu'un trop pragmatique, trop ADN, attends, mais monsieur, je vais faire un tableau, lui, il comprend pas. Lui, il dit non, moi j'ai fait des leads, je me suis exposé dans les médias, ça a toujours marché comme ça, etc. Et je pense que ça aussi, c'est un vrai, pour moi, c'est là où rentre en jeu des boîtes comme Matières ou d'autres, c'est le CEO, il sait pas matérialiser, exprimer ça. Le CMO, des fois, il est dans un univers où en fait c'est très compliqué de lui-même comprendre de se positionner, c'est ça, parce que lui il est lui, donc il va pas aller à chaque fois dans différentes. Et c'est vrai que dans ce que tu dis, il y a beaucoup de besoins de justification un peu inutiles. Exactement. Enfin, ça peut arriver. C'est-à-dire qu'en fait, le CEO arrive, c'est toi le petit génie qui fait du marketing, vas-y, montre-moi. Montre-moi, c'est ça. Donc, et quand ça passe et qu'il y a un bon fit, c'est super, parce que il faut quand même avoir le go et l'endorsement de ton CEO quand tu l'as pas. Alors là, c'est peut-être en partie pour ça que c'est des postes qui sautent tout de suite, parce qu'ils disent, t'as pas fait tes preuves. Mais, tu vois, oui, t'as les chiffres, mais en fait, malheureusement, on a droit de se cacher derrière l'IT, le product. En partie, il y a de la mauvaise foi. grosse annonce. Mais il y a quand même comme c'est des processus assez complexes, tu vois, tu prends ton SEO, t'as besoin de release des nouvelles pages, du nouveau contenu. Si ton IT te permet pas de le réaliser dans les temps, tu peux pas avoir d'impact sur le business. Alors, c'est peut-être toi qui dois challenger tout le monde, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de friction dans ce Enfin, je pense que tu dois le voir dans les processus de recrutement. C'est souvent, les CMO sont souvent des gens qui sont assez vite cramés, parce que il y a quand même beaucoup de temps, dans certains cas de figure, où tu dois justifier de tes projets, de ton existence, là où un CTO
peut se permettre de faire de la merde pendant des années, mais comme il a 14 écrans et qu'il bouffe des bolinos, on n'emmerde pas. et qu'un sales, à partir du moment où il a une grosse Rolex et il crie au téléphone, on dit c'est forcément très bien. Ouais. Le CMO, c'est d'ailleurs pour ça qu'on se reconnaît bien entre nous, parce que on essaye d'avoir le meilleur de tout le monde, et alors tout le monde ne le comprend pas forcément, et puis on n'y arrive pas toujours. Là, c'est un vrai sujet où il y a la capacité à faire les choses et à les faire savoir. Et ça, quand tu as des CEO qui ont cette vision qui peut être très sales ou très tech, c'est hyper compliqué en tant que CMO de justifier sa place et de montrer sa légitimité tout simplement. Là où une personne qui est arrivée, par exemple, sur une fonction très opérationnelle, qui gravit les échelons, etc., ça sera beaucoup plus simple. Donc, il y a un vrai enjeu en tant que CMO nouvellement arrivé dans une structure, à prouver sa valeur, à se faire des copains en interne. Et puis, tu peux avoir aussi les différents départements qui vont venir te challenger par rapport à ça. Et le gros point, c'est que tu peux avoir vraiment ce côté du CEO qui est là, les bras croisés, et qui attend que tu fasses de la magie. Ouais. Donc c'est un vrai point. On n'a pas parlé, tu as mentionné un truc, j'aimerais bien, parce que ça, je pense qu'il peut... La politique interne. Est-ce qu'il faut faire de la politique, monsieur? Écoutez, je vais vous dire. Ça peut devenir. Sujet, ça peut devenir des postes très politiques, comme tous ces postes qui sont à l'intersection de pas mal de choses. C'est un poste qui est assez naturellement assez politique parce que c'est peut-être aussi parce qu'on est fait comme ça. Mais ouais, il faut pas avoir peur de la politique. Okay. Pourquoi ? Parce qu'en fait, même si ça change beaucoup précisément avec l'IA, quand tu dois sortir un nouveau produit et que tu dois le marketer, tu dois faire bosser quasiment tout le monde dans la boîte. Donc, faut que tu arrives à obtenir ce que tu veux, parce qu'au fond, c'est quoi travailler ? C'est dire, on va lancer une nouvelle coque d'iPhone. J'ai le design qui a besoin de me le designer, j'ai les sales qui ont besoin de le vendre, j'ai la finance qui doit le funder et qui doit me calculer le coût de revient et la marge, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et le CMO, c'est comme lui qui doit être un peu partout, et à un moment donné, un peu partout dans le processus qui amène à ensuite le mettre sur le marché. Et puis, évidemment, c'est pas terminé quand c'est sur le marché. Donc forcément, c'est pas le CEO parce qu'il peut pas donner des ordres, et son boulot, il est quand même prioritairement de générer du trafic ou de générer de la demande. Mais générer de la demande, c'est aussi faire en sorte que tous les processus de travail qui précèdent le moment où tu vas proposer un produit sur le marché soient faits correctement. Et naturellement, quand t'es pas... Alors, le CEO, lui, il donne des ordres, et c'est pas forcément une bonne chose, mais le CMO n'étant pas le responsable des autres départements, la meilleure façon d'atteindre ton objectif, c'est quand même la politique, mais pas dans le sens néfaste de ce qu'on peut entendre par politique. C'est le bon côté de la politique, c'est de dire, si tu me fais ça, je te vois ça. Écoutez, voilà, petite enveloppe, La notion de la politique, c'est-à-dire qu'en fait, tu sors du côté purement performatif du métier pour arriver à influencer les gens, à aller dans le sens que tu crois être le bon pour la boîte. C'est des soft skills, c'est d'essayer de bien communiquer en interne. Je pense que Stéphanie avait des petites questions sans filtre vers la fin. Bien sûr. Si ça t'intéresse. Tu veux poser quelques-unes? Écoute, avec plaisir. Moi, il y a une que j'aime bien, j'attends de voir si tu la poses ou pas. L'objectif, c'est de répondre très vite, c'est ça? Alors là, je vais faire appel à ta spontanéité. Comme tu le sens. Tu auras 2 choix à chaque fois, okay. Et tu peux les justifier si tu le souhaites ou pas. D'accord. Très pratico-pratique. Le mieux, pour toi, c'est de recruter sur CV ou sur recommandation? Compliqué la question. CV ou recommandation? Est-ce que tu crois ce que tu vois dans le papier ou non. Des potes? Non plus. Je tendrais plus vers la recommandation, mais ça a des biais. Ok. Tirais plutôt sur une ouverture de poste vers un profil senior sous-performant ou plutôt un junior ultra motivé? Junior ultra motivé, sans aucune hésitation. Sans aucune hésitation. Aucune. Ok, très bien. Ok. Est-ce que pour toi, un bon CMO peut rattraper un mauvais CEO? C'est celle-là que je voulais. Elle l'a posée. Non, parce que sinon, il devient, ça me rappelle notre ami Charles, si un CMO doit rattraper les conneries du CEO, soit il devient CRO, soit il devient CEO, mais c'est pas son rôle. Donc ça ne marchera jamais.
Tu peux développer ça m'intéresse. En fait, parce que qu'est-ce qu'on appelle les conneries du CEO? Est-ce que c'est des conneries de recrutement, de finance, c'est des conneries qui peuvent être, qui sont généralement peu liées au marketing, ou enfin les grosses conneries, c'est des investissements foireux ou des mauvais recrutements. On va dire, investissement foireux dans un produit, tu passes 6 mois à bosser sur un produit, c'est naze. Bon t'as dépensé beaucoup de pognon. Et ça sert à rien. Ou alors des mauvais recrutements, qui revient à peu près à la même chose, c'est que tu as pris un nouveau CTO qui était censé te faire la plateforme incroyable, et au bout de 6 mois, il n'y a rien. Bon. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse le CMO contre ça, quoi? Sauf, c'est pour ça que le CRO peut être une espèce de tangente, mais là, pareil, c'est juste qu'à un moment donné, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte de pas mettre le CEO face à ses responsabilités. Super. Là, on vient de la politique, c'est-à-dire qu'on va dire, il a fait de la merde, je vais pas lui dire, je vais essayer d'arranger le truc par derrière parce que je tiens mon job. Mais la réalité, c'est que le CEO a fait de la merde, soit il se fait dégager par son board, soit c'est lui qui prend sa responsabilité, et c'est pas en dégageant ses équipes, et c'est, ou peut-être, mais bon, non, on va aller dans le détail. Et là où un poste de CEO peut être plus le mec qui répare les conneries, mais plutôt le mec qui permet de pas en faire, c'est que c'est un poste qui chapeaute un peu sales et marketing, et c'est quelqu'un qui pilote vraiment l'efficience de la boîte. Jacques, le CMO, c'est plutôt l'efficacité, là où le CRO, c'est plutôt l'efficience. Et donc, dans les deux cas, si ton CEO fait une énorme cagade, ça doit être pour lui. Et ensuite, je pense que le CMO n'a pas les armes pour en fait, essayer de réparer ce qui a merdé dans d'autres départements. Déjà, qu'il le fasse dans son département. Donc, un mauvais CMO... Attends, c'était quoi ta question d'origine? C'est un bon CMO versus un mauvais CEO. Est-ce qu'il peut le sauver Non, un bon CMO peut pas sauver un mauvais CEO. Okay. Il peut éventuellement sauver la boîte en devenant CEO, parce qu'il est très bon, mais il pourra pas le sauver en restant dans ce même poste. Mais c'est une bonne question parce qu'elle peut se poser dans des boards ou dans des qui veulent quand même, je sais pas, je dis n'importe quoi, un Elon Musk. Typiquement, c'est peut-être un bon CEO, mais peut-être qu'il est mauvais aussi. Et donc, je me dis, dans des boîtes, est-ce qu'il y a des fois, peut-être il y a des boards, ils vont dire, non, mais on va lui mettre un bon CMO pour le sauver. Et c'est une vraie question. Hein. Et à la fin, je pense, je suis d'accord avec Guillaume, hein, c'est très compliqué de rattraper. Non, mais tu vois, c'est marrant parce que pour avoir vu des boards, il y a des patterns. Et l'un des patterns, c'est de vouloir nommer un CFO non, justement, un autre CEO par intérim. Okay. Assez souvent, en fait, ils font ça, ouais. Tout se concentre sur le CEO. Et parce que quand on dit c'est un mauvais CEO, c'est assez compliqué à déterminer et à vraiment décrire. Mais la réponse est souvent plus subtile que les solutions que tu trouves. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu sors du board en disant j'ai trouvé une solution. Enfin, souvent, c'est pris un peu en dépit du bon sens et c'est pour se débarrasser d'un mec qui ne te revient plus. Là où en fait, tu peux pas demander aux gens de faire autre chose que ce pourquoi ils ont été embauchés. Et donc, ça revient au problème de ce rôle composite du CMO. C'est que le CTO ne te parlera jamais de ton positionnement, de tes funnels, de la manière dont tu vends, machin. Et celui qui a le plus tendance à être justement cross-fonctionnel par l'essence de la manière dont il fonctionne et pas par ses responsabilités, c'est le CMO. Parce que le CMO peut dire, la finance est mal gérée parce que c'est moi qui dépense l'argent de la boîte et je vois que, en fait, je croyais avoir du budget, en fait, il n'y en a pas. Donc, j'ai un œil sur la finance. Pareil pour les sales, je génère des leads aux sales et alors, au lieu de rentrer tout de suite dans la guerre de mais vous êtes nuls, vous les rappelez pas à temps, ou que les autres disent tes leads c'est de la merde, dire d'accord, mais là il y a toujours un sujet de qualité de lead que j'envoie. Voilà. Et donc la responsabilité du CMO, c'est de faire en sorte que ce soit apaisé, parce qu'en face il va y avoir un sales qui a quand même des armées de gens qui appellent ou qui font grossir le chiffre et qui attendent par nature d'avoir des leads de bonne qualité, mais c'est pas si simple que ça. Donc le CMO doit avoir cette subtilité de dire ok, peut-être qu'on envoie des leads pourris, peut-être que vous les rappelez pas, on doit trouver un terrain d'entente. Et ainsi de suite avec quasiment tous les départements, avec les HR, avec tu prends tous les départements de la boîte, celui qui est le plus à même de devoir bien s'entendre avec tout le monde et avoir un peu de politique, c'est le CMO. Mais pour autant, si t'en fais un CEO bis, ça peut pas durer longtemps. Moi, je l'ai été, bras droit, souffre-douleur d'un CEO. Et n'empêche que quand la décision devait être prise, c'était pas ma voix qu'on entendait. Donc tu peux avoir, si t'as toutes les emmerdes sans le reward et des espèces de fausses responsabilités, ça tient pas dans le temps parce que malgré tout, si on a créé des rôles, des départements, des titres, à part pour faire plaisir aux jeunes diplômés qui sont VP au bout de 6 mois de stage, c'est parce que dans une mécanique d'entreprise, ça doit fonctionner
avec une hiérarchie, des responsabilités et un ownership. Et en fait, ce dont on parle depuis le début, c'est le ownership. Ouais, exact. C'est de lui faire confiance, c'est de... Ouais, exactement. Oui, puis accountability. Ouais. Trust and accountability. Les Parce deux, que tu peux. Et ce ownership, ben, tu vois, si tu demandes à un CMO qu'en gros, il peut faire le boulot du CEO, ben, on a un problème de ownership et d'accountability. Très clair. Bah écoute, je pense qu'on est vers la fin ou que vous voulez rajouter quelque chose. Ok, mais écoute, moi ce que je propose, c'est qu'on va rajouter un petit formulaire en bas de la vidéo pour tout simplement avoir une sorte de checklist déjà de ce que sont les bons critères. Et on a aussi un scoring de quel type de CMO il te faut, parce que ça on l'a depuis longtemps dans la partie part-time, parce qu'on s'est rendu compte que t'as des gars, ils arrivent, je veux lead gen, machin, et puis en fait ils te parlent que de la brand, et donc on va mettre 2 liens en bas de la vidéo. C'était hyper intéressant. Donc conclusion, c'est un peu les 2 mots de la fin, c'était l'ownership et Accountability. On finit sur ça. Et merci, à très vite. Ciao. Ciao.